Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette session où on va discuter de l'usage des visualisations de données à l'intérieur des organisations à des fins de reporting, mais plus généralement de communication en interne. Moi, je m'appelle Clara Maximovic et je suis aujourd'hui en compagnie de Marie Oriemamoto et Guillaume Lenoble pour la ville d'Issy-les-Moulineaux et de Florent Béraud pour la ville de Roubaix. Donc, ce sont deux municipalités qui font une utilisation particulièrement avancée, créative et opérationnelle de la data vis. Et c'est ce qu'on va voir un peu tout au long de ces 45 minutes. Je vais d'abord les laisser se présenter, mais avant ça, un petit rappel des bonnes pratiques pour faciliter le suivi de cette session et des échanges entre tous les participants et participantes. Donc, la discussion entre Marie, Guillaume, Florent et moi-même va durer environ 35 minutes. Une dizaine de minutes à la fin de la session sera dédiée à la réponse aux questions. Pour poser vos questions, tout se passe dans le chat sur votre droite. Vous pouvez les poser à tout moment et on fera des petites pauses entre quelques interventions pour y répondre si on a le temps. Et puis sinon, on les dira à la fin. Dans le chat, vous pourrez aussi trouver les ressources utiles, notamment les liens vers les visualisations qui sont montrés pendant la session. J'attire votre attention sur le fait que seules les visualisations et les liens vers les portails ouverts seront montrés et que les données qui sont publiées sur des usages internes seront seulement diffusées pendant cette session live. N'hésitez pas aussi à double-cliquer sur l'écran de la présentation pour le voir en plus grand quand il y a des démonstrations. Ça vous aidera à voir un peu plus les détails et les graphiques. Et s'il vous plaît, évitez de partager le son et la caméra de votre ordinateur pour ne pas perturber la diffusion de cette session qui permettra de faire aussi le replay par la suite. Merci beaucoup. Donc, Florent, Guillaume, Marie, est-ce que vous pouvez à tour de rôle vous présenter et nous expliquer le rôle que vous avez au sein de votre collectivité? Bonjour à tous. Alors moi, je suis chargé de mission observation et open data à la ville de Roubaix, rattaché à la direction générale des services. J'ai le rôle à la fois effectivement d'animateur de la démarche open data, mais aussi, je m'occupe aussi de tout ce qui est accompagnement de l'ensemble des services à la réalisation d'études, évaluation des politiques publiques, réalisation de diagnostics territoriaux. Donc je manipule effectivement énormément de données, que ce soit externes ou internes, pour faciliter la décision et orienter la prise de décision en interne. Donc voilà, le volet open n'est qu'une des parties de ma mission orientée autour de la donnée. Du coup, bonjour à tous, Marie Oriema. Donc, je suis actuellement en charge de la ville durable et j'interviens plutôt au titre de mes précédentes missions où j'avais en charge la direction de la ville numérique, notamment, et du coup le portage du projet Open Data à la fois au niveau de la ville et référente au niveau de l'intercommunalité Grand Paris Seine-Ouest. Et à ce titre, j'ai accompagné un certain nombre de services dans leur digitalisation, ouverture des données et création notamment ouverture de tableaux de bord, comme on va pouvoir le. Bonjour à tous, moi je suis Guillaume Lenoble, je suis directeur général adjoint à la ville d'Issy-les-Moulineaux. J'ai notamment en charge la ville numérique et la transformation, et donc il ressort de ma responsabilité de déployer la politique open data de la ville, d'une part, mais aussi, et on le verra, c'est important dans ce projet-là, de m'assurer de l'acculturation et de la formation des agents à la fois aux outils digitaux et aussi à la culture de la donnée. Merci pour cette présentation. Donc, on va voir dans le premier temps un peu les liens entre une démarche open data que vous avez initiée et cette réutilisation en interne. Florent, je m'adresse à vous tout d'abord. Donc, la ville de Roubaix dispose d'un portail open data très utilisé en interne par les agents de la commune. C'est notamment le cas de visualisations personnalisées qui sont disponibles pour beaucoup de jeux de données publics et on en verra quelques exemples au cours de cette session. Mais comment expliquez-vous l'usage généralisé d'un portail qui, au départ, était pensé pour l'externe? Alors, ça en vient de l'historique et du positionnement de la démarche en interne à la ville de Roubaix. Il faut savoir qu'on a acquis le portail, on a choisi cette solution depuis 2016. À la base, la démarche était rattachée à la communication externe. Depuis 2017, il est rattaché à la Direction générale des services, dans un souci notamment de coller démarche d'ouverture des données
et pilotage et stratégie de la collectivité et projet de territoire. Donc il y a eu vraiment une volonté d'avoir une stratégie donnée qui colle à une stratégie territoriale et une volonté d'intégration de la démarche open data dans une démarche plus large, plus globale, de pilotage, d'acculturation autour de la donnée, et donc une démarche organisationnelle et structurante. Il faut savoir aussi qu'on publie et qu'on oriente nos critères de publication en fonction de différents critères. Donc d'abord les obligations réglementaires, puis effectivement des jeux de données structurants pour la ville, des jeux de données formatés et robustes en fonction de la volonté et de l'envie de différents services. Pourquoi on utilise aussi le portail Open Data et la data visualisation? En fait, les data vis et les tableaux de bord développés sur le portail nous permettent de pallier un certain manque d'outils de BI et d'outils de reporting. Donc, les data visualisations, effectivement, nous servent d'outils de suivi d'indicateurs à destination des services. Je pense que les exemples valent mieux qu'un grand discours, donc je vais en profiter pour partager mon écran et vous présenter différents exemples de data visualisation et de tableaux de bord à partir de données publiques. Donc, si vous allez sur le portail de la ville de Roubaix, vous pouvez trouver tous ceux que je vais vous présenter maintenant. Donc là, vous avez le premier exemple qui est une data visualisation qui porte sur les décisions et délibérations du maire. Ça permet à notre secrétariat général d'alimenter les rapports d'activité annuels à partir de différents indicateurs. Donc, vous avez en fait tout simplement en direct l'ensemble des décisions par thématique ou des délibérations, avec très facilement, grâce aux filtres et aux critères, la possibilité de filtrer par année, par thématique, etc. Voilà, ce type de data visualisation permet une interrogation rapide de la base de données et l'intégration en deux ou trois clics du chiffre ou de l'indicateur qui va bien dans le rapport d'activité. À une échelle un peu plus large et sur quelque chose d'un peu plus structurant, les data visualisations permettent aussi en interne et à l'externe de partager un socle de données commun et d'avoir une information harmonisée et commune pour tout le monde. J'évoquais tout à l'heure mon rôle et ma fonction au sein de la ville qui est à la fois d'accompagner les services dans du diagnostic territorial et d'ouvrir les données. Là, vous avez un excellent exemple qui est en fait le traitement des données INSEE à l'échelle des mairies de quartier. Donc la ville de Roubaix, effectivement, découpée en 5 mairies de quartier, et chaque mairie de quartier, donc soit élu de quartier, soit directeur de mairie de quartier, a besoin régulièrement d'avoir des données sociodémographiques. Donc on a mis à disposition une data visualisation de ce type qui facilite effectivement l'appréhension et la compréhension des données INSEE à l'échelle d'un territoire donné. Donc on a construit tout ça, cette data visualisation ensemble, et ça permet en 2 clics d'avoir des données sur la famille, sur les familles à l'échelle de la mairie de quartier Nord, mais je pourrais tout à fait, par exemple, rapidement, alors c'est pas si rapide que ça parce qu'il y a quand même beaucoup de données derrière, mais d'adapter effectivement les indicateurs en fonction du périmètre et de ce qu'on veut observer. Donc là, je suis sur les familles, je peux aller sur les revenus. Tout l'intérêt de ce type de data visualisation, c'est aussi de rendre accessible et compréhensible la donnée à des acteurs ou des partenaires ou des agents qui n'ont vraiment pas l'habitude de le faire. La donnée INSEE est quand même pas si simple à appréhender et à traiter. On a fait exactement la même chose pour les centres sociaux. Donc nous avons 10 centres sociaux à l'échelle de Roubaix. Tous les 2 ans, le centre social doit publier un rapport. Vous avez cliqué sur votre micro. Florent, vous entendez ? Je suis de retour. Voilà. Et donc, chaque centre social a besoin effectivement de ces données sociodémographiques à l'échelle du territoire pour demander des subventions à la CAF. Et dans cet aspect rationalisation ou mutualisation, moi, il y a 3 ans, en fait, je fournissais un par un à chaque centre social un socle de données. La data visualisation permet à chaque centre social d'aller piocher ce dont ils ont besoin de manière systématique, et je m'assure aussi que tout le monde a la même information au même moment et sur les mêmes critères.
Donc voilà, c'est aussi une forme d'acculturation et de pédagogie et de simplification de l'accès à la donnée. Je pourrais en citer d'autres, hein, j'en ai d'autres. Si je prends par exemple, alors j'arrive pas, excusez-moi, voilà. Si je prends un autre exemple qui sont les données essentielles des marchés publics, là nous avons créé une data visualisation à la demande des élus et du service. Donc à partir des données essentielles des marchés, qui est une donnée réglementaire, l'élu voulait effectivement connaître les marchés les plus importants et surtout la date de fin d'échéance des marchés publics, à la fois pour le service, pour savoir quand il devait mettre en place les procédures, et aussi pour que nos partenaires ou nos acheteurs puissent se positionner lors du renouvellement d'un marché. Et sur un dernier volet, sur le volet un peu plus communicationnel, on publie désormais effectivement l'ensemble des menus de cantine, donc grâce à une relation avec notre partenaire et notre délégataire de service. Et on a créé cette petite data visualisation. Pourquoi? Parce qu'avant, on publiait du PDF. Et donc là, grâce à la base de données brutes, on arrive très facilement à proposer cette data visualisation qui est intégrée sur notre site Internet. Donc, voilà. Je crée ou on crée de la data visualisation à la fois parce que ça nous permet d'harmoniser la collecte de données et de mutualiser, d'avoir une démarche de transversalité, d'acculturer les agents à la donnée, à la démarche d'ouverture des données. Ça permet aussi de figer l'information et de figer aussi la collecte des données, parce que quand une data visualisation est formatée et prête, il faut que derrière la donnée, elle soit structurée et systématiquement la même. Donc on a une forme d'harmonisation et de rationalisation de cette démarche-là en interne, facilite le travail facilement. Donc c'est effectivement un boulot en amont, mais on en voit tous les avantages à la suite et pour les années à venir. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci. Alors, si vous avez des questions pour Florent, et j'ai vu qu'il y en a, on prendra le temps d'y répondre à la fin de la session. Mais Marie et Guillaume, je m'adresse à vous maintenant. Ici, les Moulineaux a conçu et publié des tableaux de bord pour suivre l'activité des services qui sont aussi en accès public. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur la genèse de ce projet et expliquer à quels besoins il répond? Donc, ils répondent à plusieurs besoins et sur plusieurs plans. Je crois que l'aspect retour sur l'activité et visualisation de sa propre activité a bien été développé par Florent précédemment, donc je ne vais pas trop revenir dessus. Mais il y a un autre besoin qui me paraît très important et pour lequel ce tableau de bord, particulièrement ici les Moulineaux, a été un peu un exemple à la ville. C'est qu'il faut savoir qu'en fait, il est issu d'un appel à projet en interne, qu'il visait en fait cet appel à projet à favoriser des initiatives qui étaient si possible transversales et portées par des agents dans l'ensemble des directions et qui devait répondre à cet appel à projet, en l'occurrence pour un tableau de bord de suivi, pour un tableau de bord d'identité du territoire, et que cet appel à projet s'inscrit en fait, et la conception de ce tableau de bord, dans une logique un peu plus générale de transformation de l'administration et d'acquisition de compétences pour tous les acteurs autour du digital et autour aussi du portage de projets. Donc, ce tableau de bord a été, l'idée de ce tableau de bord, cette initiative a été portée par un agent de la direction des finances. L'engagement était que si son idée était retenue, on allait constituer des binômes, donc composés du porteur initial de l'idée, mais aussi d'un mentor pour l'aider un peu dans toutes les étapes de conception. Donc en l'occurrence, c'est Marie qui est avec moi aujourd'hui. Il bénéficiait d'une formation à la conduite de projet, qui est un élément important pour progresser ensuite dans son parcours professionnel. Et en l'occurrence, en plus, sur ce projet-là spécifiquement, on a obtenu une subvention par ailleurs de la métropole du Grand Paris, qui a aussi permis de mettre en place plusieurs sessions de formation à la data et à la data vise à l'attention des services qui étaient partie prenante au projet. Donc, on voit bien que le tableau de bord en lui-même, il répond évidemment à un besoin
qui est d'ailleurs assez multiple en fonction de quel est l'usager qui va le regarder. Si c'est un élu, de pouvoir asseoir son discours assez rapidement parce qu'il aura un aperçu synthétique du territoire. Si c'est un service, de pouvoir rendre compte de son action et la valoriser, le cas échéant, auprès d'un usager ou d'un élu. Et si c'est un usager, aussi, de pouvoir mieux connaître son territoire et de se renseigner sur certains secteurs particuliers. Mais c'est avant tout, quand même, en tout cas pour moi, un projet de développement de la culture de la data au sein de la collectivité, qui a permis l'acquisition de compétences pour les porteurs du projet, mais pour tous les services qui ont été sollicités, sur le plan de la data, de la culture digitale et de la culture de projet aussi. Voilà, donc c'est les points qui me paraissaient les plus importants et auxquels finalement je tiens le plus. Merci beaucoup, Guillaume. Mais justement, sur cet enjeu un peu acculturation de la donnée et partage de données en interne, on voit au travers des projets Open Data que l'ouverture et la mise en accès des données vers les citoyens ou l'extérieur n'est pas forcément un moteur très efficace parfois pour pousser les services à partager leurs données. Certains voient même en fait ça des fois comme une chose qui prend du temps au détriment de leur activité principale. Quelle stratégie avez-vous utilisée pour convaincre et motiver les équipes internes à partager leurs données, notamment pour produire des visualisations? Et là, je m'adresse aux trois d'entre vous. En fait, il y a eu effectivement l'idée, c'était en fait de leur faire comprendre un petit peu, comme l'expliquait Florent précédemment, que derrière, il y avait un retour sur investissement en fait de l'énergie mise dans le projet, parce que c'est une information qui, dès lors qu'elle est accessible en open data par les différents collègues, quelle que soit la donnée dont on parle, hein, que ce soit les délibérations du conseil municipal, les chiffres clés du service, etc. En fait, la donnée n'est plus du coup, ils ne seront plus sollicités en fait pour fournir cette donnée, mais en fait, elle sera directement accessible. En fait, quel que soit l'interlocuteur, qu'il soit en fait interne avec un collègue, que ce soit les citoyens ou les élus, avec derrière, vu que la donnée est en fait à mettre à jour cette donnée-là, et on est certain qu'elle est fiable. Pour les personnes qui la consultent. Donc voilà, je pense que c'est un des grands leviers, c'est de se dire, voilà, en fait, vous n'avez plus besoin de mettre votre donnée à X endroits différents. Le portail Open Data, c'est notre source principale de données. Et derrière, on utilise les différents outils, qui soient cartographiques, graphiques, etc., ou tabulaires, pour récupérer la donnée et la valoriser, soit sur le site internet de la ville, soit en interne, en fonction des différents usages. D'accord. Pour rebondir et aller dans ce sens-là, moi j'ai aussi réussi à m'appuyer sur certains services qui ont exprimé aussi le besoin de publier de la donnée en open data pour rendre compte de leur activité et vraiment partager ce qu'ils faisaient. À la fois en interne, parce que c'était effectivement un besoin de partager en interne, mais aussi de rendre compte aux élus ou aux citoyens de l'activité du service. Et ça a été notamment le cas de notre service politique de la ville sur des dispositifs participatifs. Donc, quand on peut s'appuyer effectivement sur des collègues proactifs, c'est super intéressant et c'est comme ça que ça marche le plus parce que ça fait effet boule de neige. En tout cas, au sein de la ville de Roubaix, ça a fait effet boule de neige auprès d'autres services. Et finalement, on se rend compte qu'à la fin, la difficulté, c'est même pas de convaincre les services de rentrer dans la démarche, parce que comme l'ont dit Florent et Marie, on a de bons arguments, mais c'est de convaincre les collègues d'aller sur le portail pour consulter les données. D'accord. Donc, ouais, plus de mal à convaincre au niveau des réutilisateurs, à la limite, c'est intéressant. Mais justement, vous avez ce panel de services très différents qui utilisent ces visualisations et qui les préparent, mais ils n'ont pas tous les mêmes besoins, pas tous les mêmes centres d'intérêt, pas tous les mêmes objectifs quand ils font des visualisations. Comment vous, en tant qu'acteur transverse, vous faites pour préparer une data visualisation qui soit pertinente et utile pour l'utilisateur final, malgré ce décalage? Alors, ce qui est utile pour l'un ne sera pas utile pour l'autre.
En revanche, il faut toujours s'atteler, je pense, à ce que soit utile, à ce que la data vise ou le jeu de données préparé soit mis au service soit d'une stratégie politique, soit d'une stratégie de territoire et répondre à un objectif initial. S'il n'y a pas une réponse à un besoin ou un usage, la data vise ou le jeu de données publié soit ni consulté ni utilisé. Donc, je pense que partir de l'usage ou du besoin est quand même la première chose à faire, en tout cas de mon point de vue. Important aussi, je pense qu'il faut le souligner, c'est que dans toutes les démarches de collecte de données et de sélection ensuite de données, il faut quand même respecter une certaine démarche en entonnoir. Il faut commencer très large, parce que le danger de la censure, alors qui n'est jamais une censure active, hein, mais qui est, une censure inconsciente où on se dit que, bah, telle donnée sera finalement pas intéressante. Comme l'a bien souligné Florent, ce qui est pas intéressant pour moi, l'est peut-être pour mon voisin. Et donc, il faut vraiment commencer large, ne pas se censurer, tout mettre sur la table. Et ensuite, on monte dans l'entonnoir et à chaque étage, on va effectivement appliquer un filtre supplémentaire au niveau du service, au niveau de la direction du service, puis éventuellement celui de la direction générale, puis celui des élus, pour aboutir in fine au jeu de données qui semble pertinent pour l'usager final et en fonction du besoin qui a été exprimé. Mais il ne faut pas, dès le début, se censurer. C'est en tout cas la méthodologie qu'on essaye d'appliquer et qui paraît importante. D'accord. Tout à fait. Et on s'est appuyé aussi sur, enfin, du coup, pour la parfaite information de tout le monde, sur ce projet en tout cas, notamment eu égard au fait qu'on avait on a réussi à avoir une subvention des data activistes, du coup, enfin, voilà, qui nous a aussi aidé à avoir un regard un petit peu, on va dire, extérieur sur, voilà, sur à la fois la méthodologie et l'acculturation aux différentes data visualisations. Donc, parce que l'enjeu, c'était aussi voilà, de faire comprendre aux collègues que pour qu'un jeu de données il soit mettable facilement en open data, il faut déjà qu'il soit structuré sous forme de base de données, ce qui n'est pas toujours le cas des différents tableaux de bord des services qui sont parfois sous Word, sous Excel, avec des cellules fusionnées, enfin voilà, pas vraiment transposables en l'état. Et du coup, derrière, l'idée, c'est de capitaliser dessus pour effectivement créer une véritable culture pour l'ensemble des services et pouvoir ouvrir de plus en plus de jeux de données en fonction effectivement des besoins. Je rejoins complètement Florent, il faut que ça réponde derrière à un besoin, soit de communication, soit côté citoyen, soit en interne. D'accord. Mais derrière la multiplicité de ces besoins, j'imagine qu'à un moment, il faut faire des choix sur qu'est-ce qu'on décide de communiquer ou pas, qu'est-ce qu'on décide de représenter ou pas. Florent, vous avez une très grande diversité de services qui sont impliqués dans la production et le partage de données. Sur quels critères vous vous appuyez pour choisir les données que l'on choisit de montrer ou pas au public, commentaires? Je vais m'appuyer sur les critères définis par le service ou par les élus. Donc, je vais illustrer mon propos par différents tableaux de bord. La utilisation interne, en fait. Donc, je vais rejoindre ce que je disais tout à l'heure. Le portail est utilisé à des fins de reporting et de BI, soit de suivi d'activité, soit de tableau de bord stratégique à destination des élus. Et on va effectivement construire ces différents tableaux de bord à partir des finalités définies en amont. Alors, il faut savoir que je construis un tableau de bord à la demande d'un élu ou d'un service. Ce n'est pas moi qui vais effectivement être le commanditaire ou le prescripteur des données à publier. On part toujours du besoin. Je vais prendre un exemple très abouti et d'ailleurs qui nous a permis de développer cette démarche en interne, qui est un tableau de bord qu'on a construit à la demande du service politique de la ville qui porte sur le PIC. Donc, c'est un projet d'initiative citoyenne qui est un dispositif participatif financé par l'État et la région. Donc, on n'avait pas en interne d'outils de suivi de ce dispositif qui nous permettent en 2 clics et de manière assez simple de rendre compte à la région ou à l'État de l'état du dispositif ou de ce qui se passe à l'échelle du territoire. Donc, on a créé Alors, j'ai eu de la chance ou on a eu de la chance, la base de données était structurée et elle est structurée depuis 15 ans. Donc, ça nous a permis, nous, très facilement de construire les indicateurs et on a juste demandé au service de nous faire la maquette.
en quelque sorte. Je dirais que la construction était très simple et on arrive à un tableau de bord assez complet et varié. Donc ce tableau de bord est utilisé en interne. Il comprend des onglets par date, par énormément de critères. Et il répond à différents objectifs et il répond aux indicateurs souhaités par la région et par l'État. Donc on a à la fois des analyses budgétaires, des analyses de délai. On est vraiment sur un outil de reporting et de suivi d'activité et du dispositif. On est sur du rendre compte. Cet outil-là, et c'est ce aussi pourquoi on a fait une data visualisation, il est aussi utilisé par des associations de quartier lors de réunions de comité de suivi de ce dispositif-là. Donc, il nous fallait aussi un outil de pédagogie qui rende compréhensible la donnée et qu'on n'ait pas effectivement à traiter du tableur Excel en réunion publique. Donc, voilà, il est largement partagé et utilisé. C'est une des belles réussites en termes de tableau de bord et c'est ce qui nous a permis effectivement d'amener d'autres services à être impliqués dans ce type de démarche-là. Là, on est sur un tableau de bord ou voilà, une data vis qui nous permet de suivre un dispositif où les indicateurs étaient définis en amont et où on a en fait co-construit avec le service et l'usager la maquette et le type de rendu. Je vais vous présenter là un tableau de bord stratégique. Donc, donc ça, c'est un tableau de bord à l'échelle de nos élus, ou au niveau de nos élus, il y a une volonté en fait de mettre en place une démarche de réponse à l'usager dans un certain délai. Donc voilà, on a appelé ça le défi 72 heures. Et il a fallu en fait qu'on outille nos directeurs généraux et nos élus d'un outil pour qu'ils puissent suivre mois par mois l'évolution et l'amélioration de nos services en termes de réponse à l'usager. Donc on a construit ce tableau de bord alors qui est très complet, mais qui est quand même beaucoup plus simple que la base de données brute qu'il y a derrière. Et donc, on arrive très facilement, à partir de la base de données, à suivre à la fois des données calendaires ou des données plus spécifiques sur un délai de réponse, le nombre de courriers traités et non traités. Avec la base de données est assez colossale, je me rends compte que ça ne charge pas très bien, je m'en excuse, mais avec des indicateurs qui sont normalement présents derrière et des codes couleurs en fonction du niveau d'atteindre des objectifs ou pas. Ouais. Donc celui-là a l'air de bloquer un peu. Je pense que c'est dû à la base de données. Et non, vous n'avez plus rien en fait. Je recharge, je me permets. Voilà. Petit souci technique, ça s'appelle le timeout sécurité, c'est de ma faute. Hop, je me reconnecte rapidement. Bon, en tout cas, je suis en train de vous présenter en fait des tableaux de bord ou des data vis avec des finalités différentes et où la construction et effectivement le process de construction est aussi différent. Là, c'est un tableau de bord qui est effectivement en accès restreint, mais qui a été aussi fait et réalisé à la demande du service économie. En fait, notre service éco a beaucoup de demandes de prospects ou de commerçants qui voudraient s'installer à Roubaix, mais qui sont un peu démunis en termes d'information pour savoir où s'installer s'il y a une réelle opportunité commerciale. Donc, le service éco nous a demandé de faire un tableau de bord, en fait, qui lui permette d'orienter un futur prospect en fonction de différents critères. Donc, en 2-3 clics, on peut effectivement afficher rapidement et de savoir si le commerce disponible est en zone franche urbaine, si il y a un parking à côté, s'il y a un lycée ou des choses comme ça. Donc, il y a une forme de facilitation de l'accès à l'information et d'orientation simple du commerce potentiel vers tel vers tel périmètre ou tel autre. De nouveau, j'insiste, on part du besoin et du besoin exprimé par le service. C'est surtout ça qui importe. Et je finirai par un gros chantier qu'on a finalisé pendant le confinement, donc en février-mars, qui est un tableau de bord de suivi d'activité du service achat et commande publique. Donc là, c'est vraiment à destination du service et des techniciens.
On est sur un tableau de bord qui est très très précis et qui suit énormément d'indicateurs. Donc voilà, nombre de marchés notifiés, nombre d'avenants, montant total, et qui bien sûr se met à jour d'année en année, il n'y a aucun problème. Avec un onglet commission, un onglet marché, énormément d'indicateurs. Ce tableau de bord est utilisé par la responsable de service lors de chaque réunion de service pour faire un état des lieux et un rendu compte de l'activité de la semaine. Grâce à ce tableau de bord, on a réussi à formater un tableur Excel. On est encore sur du tableur Excel, mais la collecte de données et le traitement de données est automatisé et formaté au niveau du service et de l'ensemble de nos acheteurs et gestionnaires des marchés publics. Donc, vous avez effectivement le rendu et la finalité qui est la data visualisation, mais toute la démarche en amont permet de structurer une réelle démarche de collecte, de rationalisation et de mutualisation de la donnée. Ce tableau de bord-là est la source pour le service et son suivi d'activité, mais on va en tirer ensuite un tableau de bord stratégique qui sera à destination des élus et qui ne reprendra pas les mêmes indicateurs. Et là, je rejoins Guillaume sur cet aspect différencié et la cible à qui on s'adresse. On ne présentera pas les mêmes indicateurs ou le même rendu en fonction du destinataire et de l'usager. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Florent. C'est moi. Pour toutes ces démonstrations, oui, alors j'insiste sur le fait que certains tableaux de bord qui sont présentés là sont des liens, sont des tableaux internes et donc vous ne pouvez pas accéder aux liens, mais c'est déjà super qu'on puisse avoir un aperçu. Et Marie et Guillaume, je vous pose un peu cette même question sur le choix pour construire des tableaux de bord sur l'activité des services. Vous avez plutôt opté pour une stratégie toute donnée est bonne candidate, aucune censure. Les agents ont pu partager toutes les données qui leur semblaient intéressantes, peu importe le format. Pourquoi ce choix stratégique? Et parmi la grande quantité de données collectées, quelles informations choisir de montrer plutôt que d'autres? Je pense que si vous pouvez illustrer avec un petit exemple visuel, ça peut aussi nous éclairer un peu. Tout à fait. Du coup, je vais vous partager mon écran. Voilà, à la ville, on a notamment opté pour. Donc, c'est par. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, super. Donc voilà, donc là, on est sur le tableau de bord du rapport financier. Historiquement, qui a été ouvert du coup de mémoire dès 2012 et qui du coup permet en fait de rendre compte des différentes dépenses de la ville. Donc ça avait vraiment un objectif de transparence financière. Donc là, si je clique ici, je vais directement voir du coup les données, la plateforme Open Data des données avec la base de données. Pas trop. Donc voilà, historiquement, il y avait une logique de transparence financière et de valorisation en fait, des différentes dépenses de la ville d'Issy-les-Moulineaux auprès des citoyens. Ensuite, plus récemment, et dans la même logique de transparence financière vis-à-vis des citoyens, on a mis en ligne les résultats des élections municipales. La journée, on a fait la participation élections municipales et avec des machines dématérialisées, on a pu avoir les résultats et quand on clique sur son bureau de vote, on a le détail du bureau de vote qui s'affiche un petit peu en dessous. Donc ça paraissait important aussi de profiter des données qui étaient du coup structurées au niveau du service état civil pour rendre compte des résultats au niveau préfectoral, de les structurer et de les mettre en ligne en open data dès le soir même. Donc ensuite, on utilise également on nous aide en fait data grâce à Open Agenda et donc là on a la possibilité, donc on a un site internet sortirici.com qui permet de rechercher donc les différents services renseignent l'événementiel et ensuite le citoyen a la possibilité de filtrer soit en fonction d'une date qu'il connaît déjà, aujourd'hui, demain, ce week-end, soit en fonction de différentes catégories, et ensuite, ou alors de la zone géographique à proximité de laquelle il habite. Donc, si je sélectionne, je vais faire quelque chose ce week-end, ça affiche automatiquement
ce qu'il est indiqué. Voilà, donc ça répondait aussi à un besoin voilà, de valorisation en fait, de nos différents événementiels voilà, sur la ville. Ils étaient multiples et du coup que les services puissent saisir l'information une seule fois et qu'elle soit derrière valorisée. Et c'est évidemment une information dont la porte d'entrée est le site ici.com. Récemment également, et notamment en période du coup de confinement, on a du coup développé un site de balade pour voilà, savoir ce qu'on peut faire en proximité de chez soi, soit en fonction, voilà, si les personnes souhaitent faire du vélo, en lien avec du coup par exemple sur les arbres, c'est les arbres remarquables qui sont en open data qui ont permis de réaliser cette voilà, la différente cartographie qui existe. Et en fonction de, voilà, si on veut découvrir les arbres, on sait qu'on peut voilà, se balader et en découvrir. Également, dans notre logique, donc là, c'est plutôt orienté, du coup, ville durable, réduction des déchets. On a essayé de rendre un petit peu plus compréhensible et de se placer du côté citoyen en disant, voilà, si je jetais des déchets, comment ça fonctionne? Et donc, voilà, en partant du citoyen, donc, où déposer mes déchets avec derrière la carte des différents points de collecte à proximité de chez soi. Là, c'est le cas pour les déchets toxiques. Il y a donc 3 points essentiels. Et ensuite, du coup, on a la possibilité de voir celui à proximité de chez soi. Et ensuite, on a, en parallèle de notre politique de développement de la démocratie participative et citoyenne, on a souhaité du coup valoriser. Donc là, on est sur le site internet ici.com. Et on valorise, en fait, se fait au niveau des conseils de quartier. Donc, ça va, en fait, de la mise en ligne des différents comptes rendus de réunion. Donc là, c'est une iframe du portail Open Data, ou alors des différentes réalisations qui peuvent se faire sur l'espace public avec voilà, les différents budgets, de quand ça date, et une photo de la réalisation qui a été faite, voire une vidéo s'il y en a une, des différentes réalisations des conseils de quartier. Voilà, et donc là, c'est vraiment enfin, c'est pas exhaustif, mais l'idée, c'était de présenter en fait des éléments clés. Donc, à chaque fois, on part voilà, soit il y a un besoin de transparence et de valorisation de ce qui se fait au niveau de la ville, orienté plutôt citoyen. Donc, soit c'est une idée de simplifier le travail des agents, notamment dans une logique, du coup, par exemple, événementielle ou de transparence dans le cadre de la démocratie avec les élections. Donc voilà ce que je pouvais dire en termes de logique. Donc on est sur une logique de petits pas où, en fonction des besoins, des sollicitations, qu'elles soient politiques, citoyennes ou des services, on développe des tableaux de bord qui répondent à ces Ce qui a été pas mal illustré par Marie là, et dans l'usage un des usages importants et une des motivations aussi importantes pour les services, c'est que du coup la plateforme Open Data agit comme un pivot entre l'activité des services et ensuite les différentes réutilisations et valorisations qui en sont faites. On l'a vu là principalement via le site internet et donc à destination des usagers, mais c'est la même base de données qui va servir à l'alimentation d'un discours par les élus par exemple, ou au compte-rendu du dit service sur ces différentes activités. Donc c'est un des grands avantages de cette plateforme Open Data, c'est effectivement d'agir comme un pivot centralisateur sur laquelle on est certain que la donnée est à jour et correcte. Super. Ben, merci beaucoup à tous les trois pour ces exemples qui sont assez parlants et qui sont assez aussi différents dans la manière, dans leur approche en fait, mais où on voit que voilà, distinguer quelles données vers l'interne, quelles données communiquées en externe et qu'il y a des perméabilités entre les différentes formes de partage de données, c'est important et c'est un processus un peu long à mettre en place, j'imagine. En tout cas, il y a des questions dans ce sens et on va passer maintenant aux questions. Alors, il y en a eu pas mal tout au long de la session. On peut peut-être commencer par celles qui ont été un peu adressées à Florent, mais je pense qu'elles peuvent aussi être pertinentes pour tous les interlocuteurs. Il y a vraiment une question sur comment justement... quelles sont les sources de données
qui sont utilisées pour générer ces data viz très métiers. Est-ce que voilà, c'est beaucoup des données nationales de type INSEE ou données essentielles de la commande publique, ou est-ce de quelle source vous alimentez pour Alors, faire ces données? pour les tableaux de bord internes, on est vraiment sur de la donnée métier interne, collectée à partir de nos logiciels métiers. Donc, les données, le tableau de bord marché public, il est effectivement alimenté par des données saisies par le service dans notre logiciel professionnel qui est Marco Web, par exemple. Les seules données qui vont alimenter les tableaux de bord publics, c'est les données INSEE et le tableau de bord à l'échelle des mairies de quartier ou des centres sociaux. Ou encore celui-là, si je le remets juste rapidement, le tableau de bord sur les commerces. Donc l'ensemble la localisation des commerces, c'est une base de données métiers. En fait, le service commerce fait du terrain et saisit les commerces à partir d'une appli mobile. Mais tous les onglets en plus sur la droite, ce sont des données publiques. Donc il y a effectivement une centralisation et un jeu de données métiers et données publiques pour apporter le plus de sources possibles. Si mes collègues d'ici veulent, n'hésitez pas à commenter aussi, parce que ça s'adresse à moi, mais je pense que vous pouvez aussi embrayer Oui, dans ce tout à sens. fait. Mais du coup, effectivement, pour compléter, Florent, si t'es OK, parce que du coup, j'ai pas, je voulais juste montrer peut-être le tableau de bord, parce que j'ai présenté le côté historique, mais pas le dernier tableau de bord voilà, et parce qu'en fait, ça illustre parfaitement la question qui est de donner, en fait, c'est mixte, en fait, ça dépend. Donc, par exemple, là, on a du coup la on voit pas. INSEE, élèves, donc là, on est plutôt sur des données les plus à jour, c'est quand même les données villes. Pareil sur les logements sociaux. La dette par habitant, c'est plutôt une donnée interne, etc. Et en fait, le portrait, par contre, du territoire, ça a été beaucoup des données du coup qu'on a pu récupérer, mais effectivement, toute la complexité, je trouve, elle est là. Voilà, par exemple, tout ce qui est revenu moyen, le nombre de diplômés, tout ça, ce sont des données du coup INSEE, les associations sur le territoire. Pareil, il y a une base nationale des associations. Et toute la difficulté, c'est aussi d'être capable d'articuler, je pense notamment à l'environnement où on peut avoir une mutualisation des compétences avec l'établissement public territorial. Par exemple, les types de déchets collectés, ce sont plutôt des données qui sont disponibles au niveau de Grand Paris Seine-Ouest, et c'est comment en fait on articule nos différents services de manière à pouvoir en fait derrière récupérer les données existantes éventuellement dans une autre administration ou une autre collectivité. Donc, on s'appuie parfois sur les données du conseil départemental ou de la région. Enfin, voilà. Donc, c'est effectivement, il y a c'est là où est la complexité, c'est d'aller chercher les données au bon endroit en s'assurant à chaque fois qu'elles sont bien mises à jour en temps pas réel, mais en tout cas de manière relativement c'est très important, dynamique. une fois qu'on a sélectionné une donnée, d'en identifier la source la plus à jour et la plus régulièrement à jour possible, mais aussi de formaliser un process en fonction de la source de la donnée et qui soit évidemment le moins manuel possible et le plus automatisé. C'est une garantie de succès, parce que si c'est automatisé, vous êtes à peu près certain qu'elle sera effectivement mise à jour, que ça vienne d'un logiciel métier qu'il faille requêter, ou que ça vienne de l'INSEE, que ça vienne de nombreuses bases de données qui sont disponibles via des différents acteurs publics ou pas publics, ou que ça vienne aussi de partenaires de la ville dans le cadre de ces marchés. Par exemple, on a vu la restauration à Roubaix. Je suppose que dans son marché, il doit mettre à disposition les données de menu. Voilà. Donc voilà. Donc tout ça, effectivement, ça nécessite d'avoir une petite ingénierie de process à chaque fois pour garantir la pérennité de la mise à jour de la donnée, et s'interroger dans ce processus sur comment est-ce qu'il peut être le moins irritant possible pour le service qui doit être à l'origine de la donnée. Super, justement, ça permet, il y a une question un petit peu connexe sur comment est-ce que quelle méthode et je dirais même quels outils vous utilisez pour connecter
la plateforme a toutes ces sources multiples qui doivent être en plus actualisées à des fréquences différentes, qui sont émises par des acteurs différents. Voilà, quelle connexion, multi-connexion utiliser. Alors là, le top du top, c'est on l'aura très bientôt. Ça sera quand Open Data Soft aura un connecteur avec SharePoint. Donc je crois que c'est dans les tuyaux pour très très bientôt, parce qu'en fait on a été équipé du coup l'année dernière et ça a été évidemment généralisé de manière assez opportune avec le confinement de Microsoft 365. Et l'objectif, c'est vraiment de créer une équipe Teams, que les services aient accès du coup aux fichiers Excel. Globalement, c'est des fichiers Excel qui va bien, qui puissent du coup l'éditer en ligne, et qu'en fait via le connecteur et la programmation, donc en fonction de la périodicité, soit tous les jours, soit tous les mois, en fonction des besoins, le connecteur Open Data Soft puisse mettre à jour la donnée directement. Donc ça, nous, l'avantage, en tout cas, l'idée, c'est plutôt de fonctionner comme ça, parce que l'avantage, c'est que ça ne nécessite pas forcément que les services soient formés sur la plateforme Open Data, qui quand même nécessite une petite appropriation, elle n'est pas très complexe, mais qui nécessite une appropriation technique. Donc ça veut dire n'importe qui est capable d'utiliser Excel est capable du coup de mettre à jour ses données en Open Data, et on est certain que c'est vraiment le producteur de la donnée, le seul qui soit capable de vérifier sa fiabilité, qui puisse la mettre à jour. Donc voilà, nous, c'est vraiment notre objectif, c'est de nous appuyer sur SharePoint et le connecteur qui arrive très prochainement. Alors, nous, on utilise à la fois le serveur FTP de la ville, donc notamment, on est en cours d'expérimentation avec notre DSP stationnement, qui va venir nous pousser en fait un export CSV. On n'a pas encore d'autres solutions, mais de tous les tickets ou l'ensemble des données stationnement journalières. Et dans un autre temps, si je suis en demande d'un connecteur, c'est avoir un connecteur sécurisé ArcGIS, parce qu'on a énormément de données sur le portail SIG. J'arrive bien à interroger les web services ouverts, mais impossible en sécuriser. Et là, pour faire du tableau de bord et du reporting temps réel, il y a un intérêt exceptionnel. Voilà, donc le web service du portail SIG vers Open Data Soft, et on l'utilise aussi beaucoup. 90% de nos données géographiques proviennent de notre portail SIG. Mais si on veut tirer un peu plus et profiter encore des potentialités ou fonctionnalités de DataVis et de reporting d'Open Data Soft, d'avoir un connecteur qui nous permette d'interroger des web services sécurisés et de proposer des tableaux de bord stratégiques ou d'activités à destination des services via le portail Open Data, ce serait un plus. D'accord, notre équipe produit est à l'écoute, ça tombe bien, donc le message est tombé dans la bonne oreille. Mais merci beaucoup en tout cas pour vos réponses. On arrive déjà à la fin de la session. Alors on a vu qu'il y avait une très grande quantité de questions, certaines très spécifiques et adressées à un interlocuteur particulier, certaines plus générales. Donc on se les est notées. On se tâchera de vous répondre au mieux ultérieurement, et puis n'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous souhaitez qu'on vous mette en contact éventuellement avec les intervenants ou qu'on y réponde par nous-mêmes. Voilà, on est à votre disposition à l'issue de l'événement pour ça. Merci en tout cas à Marie, Guillaume et Florent pour vos explications très détaillées, et je pense qu'ils ont intéressé beaucoup de personnes parce que voilà, on a eu une très bonne participation, donc c'est super. Et je vous dis très bonne suite de l'événement. Et bonne journée. Merci à tous. Bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.